toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va être une vidéo un petit peu pas spéciale, parce que pour vous ça n'aura pas de spécialité, mais pour moi qui est importante, parce que c'est une vidéo dans laquelle je vais vous parler du coup de la sortie de mon nouveau roman. C'est un roman historique de nouveau, que je publie chez un nouvel éditeur, puisque j'ai changé de maison d'édition. Ce n'est pas un roman purement historique, ou en tout cas qui raconte juste un fait historique, c'est avant tout une romance historique. Ce roman s'appelle Toi, moi et l'Antarctique. Vous pouvez admirer la couverture parce que moi je ne fais que l'admirer parce que je trouve qu'elle est très jolie. Voilà, vraiment je suis amoureuse de cette couverture. Je remercie beaucoup l'éditrice qui a également conçu cette couverture que je trouve vraiment conforme à l'image du livre, conforme à ce qui se passe à l'intérieur, et voilà, donc je suis vraiment très contente de ça, elle est vraiment très jolie. Donc Toi, moi et l'Antarctique, c'est une romance historique entre deux hommes, donc c'est une romance MM, on appelle ça MM, en gros c'est une romance gay. Donc si jamais c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, je ne vous oblige absolument pas à l'acheter. Et avant d'aller plus loin, je tiens juste à préciser une chose, c'est que c'est une romance historique à destination des adultes. Donc éventuellement s'il y a des lecteurs adolescents qui me suivent et qui ont envie de découvrir cette histoire, je ne suis pas là pour vous interdire de le faire, mais je précise quand même qu'il y a des scènes explicites entre adultes, donc si ça ne vous plaît pas, en tant qu'adulte ou en tant que mineur, qui techniquement, voilà, on rappelle c'est du moins de 18 ans, donc s'abstenir, tout simplement. Si par contre ça ne vous gêne pas, écoutez, n'hésitez pas à aller le lire. Au-delà de l'histoire d'amour entre Avel et Sébastien, donc mes deux petits personnages que vous voyez ici et qui s'affichent du coup ici, qui ont été réalisés par une illustratrice qui s'appelle Fanny Vénambre. On suit donc les aventures sur un bateau du capitaine Jules Sébastien Dumont d'Urville, qui va partir de Toulon sur son navire qui s'appelle l'Astrolabe, pour pouvoir aller découvrir des terres inexplorées en Antarctique. Alors, pour réaliser cette histoire, puisque c'est quand même un roman à la base historique, je me suis bien évidemment basée sur des faits historiques. Il faut savoir que à la base, moi je viens de Toulon, enfin en tout cas d'à côté de Toulon, j'ai fait mes études à Toulon, et moi j'ai été au lycée Bonaparte à Toulon, mais à côté il y avait l'établissement de Jules Sébastien Dumont d'Urville, enfin le lycée qui porte son nom, et cet explorateur m'a toujours plus ou moins intéressée, parce que en cours de physique-chimie, je m'ennuyais, et comme tout élève qui s'ennuie, je ne faisais pas autre chose, je suivais le cours, mais je regardais toujours la même affiche qui représentait un bateau, donc qui était l'Astrolabe, et qui représentait en fait tout simplement la découverte des terres antarctiques par la France. Et il se trouve qu'il y a quelques années, c'était je sais plus, en 2021 je crois, j'ai lu un livre qui racontait une histoire d'amour sur un bateau, et je me suis dit, moi aussi je veux raconter une histoire d'amour sur un bateau. Mais je voulais quand même que ça se base sur des éléments qui puissent être historiques, vérifiables et vrais, parce que j'aime bien le côté recherche historique, vous l'aurez peut-être compris, et du coup je me suis mis à faire des recherches sur cet explorateur, et je me suis dit, bon, je vais un peu trafiquer la réalité, parce que l'explorateur en question donc était marié à une femme qui s'appelle Adèle, d'où la découverte aussi des terres Adélie qui porte le nom de sa femme. Bon, il est resté avec sa femme, tout va bien pour lui, mais moi dans mon histoire, il n'est plus avec... Enfin, disons qu'il trompe sa femme avec Avel, donc un garçon qui s'appelle Avel de Sanson, qui a une sœur jumelle qui s'appelle Lilibelle de Sanson. Et Avel, il a fait ses études donc dans l'école polytechnique de Paris, il est devenu géographe, hydrographe, mais il est très nul. Voilà, faut savoir que j'aime beaucoup les personnages comme ça qui sont pas très doués. Et donc en fait, il a eu son diplôme de cartographe, il est censé travailler comme cartographe, mais il en a pas du tout envie. Avel, il rêve de devenir dessinateur, il dessine très bien, et il voulait en fait poursuivre une formation de peintre à Aix-en-Provence. Sauf que sa sœur, Lilibelle de Sanson, a décidé qu'il allait embarquer à bord du bateau, parce que elle aussi voudrait embarquer à bord. Lilibelle, elle est passionnée de botanique, et le problème c'est qu'elle évolue dans une société où les femmes n'ont pas de droits. Il faut savoir quand même qu'au 19e siècle, les femmes, dans le code civil, sont considérées comme dépendantes des hommes et éternellement mineures. Donc Lilibelle n'a pas d'autre choix, si jamais elle veut pouvoir poursuivre ses études, ses recherches et sa passion, que de se travestir en homme. Donc elle va se travestir en homme, elle va se faire passer pour l'assistant de son frère, et elle va embarquer à bord du bateau parce qu'elle se dit ça va être une super expérience, on va faire des découvertes et possiblement je vais pouvoir découvrir de nouvelles plantes. Lilibelle, il faut savoir que c'est un personnage qui peut vous agacer, c'est normal, elle est agaçante, même mon éditrice l'a dit, elle est agaçante, moi en l'écrivant je la trouve agaçante, et Avel peut avoir un côté un peu passif parce qu'il est assez soumis à sa sœur, on va dire. Voilà, donc il se laisse un petit peu faire. Pour autant, il a quand même
il a quand même un petit peu de caractère, ou plutôt en tout cas il est un peu rancunier et but et borné. Et Havel, au départ, donc il ne voulait pas monter sur ce bateau, mais poussé par sa sœur, il se présente à l'entretien d'embauche, en se disant qu'au départ il va se saborder, sauf qu'il se trouve que le capitaine du navire, c'est son ex-amant, qu'il avait rencontré à Paris, et qui ne lui parlait plus depuis 3 ans. Et là, poussé par une espèce d'ego, il se dit « Ok, je monte sur le bateau ». Voilà, puis après vous avez toute l'histoire, cette histoire d'amour qui est en parallèle des grandes découvertes, et notamment des découvertes donc de l'Antarctique, des terres Adélie et des terres Louis-Philippe. Moi, c'était une histoire que j'avais aussi envie de raconter au-delà de l'histoire d'amour, parce que je trouve qu'en fait, on ne parle jamais des découvertes du 19e siècle. On est toujours basé sur les grandes découvertes qu'a pu faire Christophe Colomb, sur tout ce qu'il y a eu ensuite au 16e, 17e, mais on ne parle jamais des découvertes purement françaises, en tout cas dans cette partie-là du globe, et de celles qui ont continué à être faites au 19e siècle, donc je trouvais intéressant de pouvoir en parler. J'avais envie aussi d'écrire une histoire qui se passe sur un bateau, parce que je suis passionnée par les bateaux, je trouve ça magnifique un bateau, donc là j'ai pu décrire des 3 mâts, enfin voilà, j'étais très contente de décrire mon bateau, et je voulais aussi parler de cette société du 19e siècle, qui est une société tout simplement qui a enfermé certaines catégories de personnes, les femmes, les personnes homosexuelles, les minorités de manière générale, dans la loi, qui les a infériorisées en fait, et je voulais montrer donc 2 catégories de personnes, à la fois comment les femmes étaient traitées, ou en tout cas comment elles n'avaient aucun droit par rapport aux hommes à travers le personnage de Lily-Belle, ce qui explique aussi un peu son caractère. Alors elle est, encore une fois, je vous dis, très autoritaire, un peu agressive, mais c'est parce qu'en fait, elle est aussi obligée d'accentuer son caractère pour pouvoir essayer de trouver sa place et de se faire une place dans une société qui ne l'accepte pas. Havel, lui, c'est un peu différent. Havel, c'est un personnage qui est très sensible, qui aussi se retrouve du coup avec un caractère qui est un peu différent de ce qu'on attend de l'homme viril tel que les stéréotypes peuvent le mettre en avant. Et Havel, il évolue du coup dans une société, encore une fois, qui... Alors, dans la loi au 19e siècle, le crime de sodomite n'existe plus. Alors, je sais plus si ça s'appelle comme ça exactement, mais en tout cas, ça a été retiré à la Révolution française. Donc, techniquement, en France, on ne peut pas être pénalisé pour crime d'homosexualité, mais, mettons des guillemets, on peut être pénalisé pour atteinte aux bonnes mœurs, et s'il y a des relations entre des majeurs et des mineurs, ça peut être aussi pénalisé. Là, je parle de relations consenties. Évidemment qu'une relation non consentie, qu'elle soit entre majeurs ou entre majeurs mineurs, encore plus, n'est pas du tout tolérée et tolérable. Donc là, en fait, on a surtout des délits d'atteinte aux bonnes mœurs. Bon, tout peut être très vite atteinte aux bonnes mœurs à l'époque. On est dans une société beaucoup plus puritaine que maintenant, c'est-à-dire que déjà, embrasser quelqu'un dans la rue, on peut être sur attention aux mœurs de l'époque, s'il vous plaît. Alors, je dis pas que là, on va être pénalisé, mais je dis que... entre un homme et une femme, on va peut-être avoir un petit rappel à la loi. Entre 2 hommes, on va avoir plus qu'un rappel à la loi. Donc voilà, donc je voulais aussi montrer cette société-là, je voulais avoir cette critique sociétale, mais en même temps, quand même, ces grandes découvertes, ce voyage et cette histoire d'amour, parce que l'idée, c'est pas de faire un pamphlet pour critiquer le 19e siècle, sinon j'aurais écrit un essai. Donc voilà, donc si jamais cette histoire vous plaît, moi ça me ferait très plaisir que vous la lisiez, bien évidemment, encore une fois, je n'oblige personne. Pour le moment, le roman a été publié donc dans la maison d'édition Imaginary Edge. C'est une petite maison d'édition qui fait pas... Enfin, moi franchement, je suis très contente de la communication qu'ils ont faite sur les réseaux sociaux, de la mise en avant, de la relation que j'ai avec l'éditeur. Ça se passe, enfin, les éditrices, ça se passe très bien, et j'en suis très contente. Ils ont fait plein de posts sur Instagram aussi pour la sortie du livre, pour le valoriser, pour la communication, et c'est exactement ce que je cherchais du coup d'une relation avec un éditeur, tout simplement, plus le travail sur le texte. Alors, vous pouvez pas directement le trouver en librairie comme n'importe quel livre, parce que ça reste de l'impression à la demande, c'est-à-dire que là, vous pouvez aller auprès de votre libraire et le commander, mais il n'y a pas de stock en fait qui sont diffusés dans toutes les librairies. Il faut savoir quand même que quand on est sur ce type de... En fait, l'impression à la demande a l'avantage écologique qui est que vous n'avez pas un surplus de stock, donc vous le commandez, vous le recevez, vous l'avez. Alors que l'édition traditionnelle, vous avez des stocks qui sont envoyés dans les librairies, et si jamais on n'a pas vendu tous les stocks, soit on le retourne à l'éditeur, soit c'est ce qu'on appelle la mise au pilon, c'est-à-dire qu'il y a destruction des stocks. Donc l'impression à la demande, il y a une diffusion qui est un peu moins large, mais par contre écologiquement c'est quand même beaucoup mieux. Vous pouvez donc le commander directement en librairie, vous pouvez le commander sur les sites également en ligne, celui que vous voulez, ou directement sur le site de la maison d'édition, c'est encore mieux, je vous mets le lien du coup
en barre d'infos de la maison d'édition. Je vous mettrai tous les liens aussi directement dans la description de la vidéo. Je voulais également vous parler d'autres choses. Je voulais vous parler en fait tout simplement de ce qui concerne l'édition, de ce qui concerne l'écriture. J'ai reçu quelques questions de la part du coup de personnes qui s'interrogeaient notamment sur comment on écrit un livre, comment on le publie. Alors, j'en avais déjà parlé dans les 2 précédentes vidéos où je parlais de l'édition de mes 2 premiers romans historiques. Donc, il faut savoir que tout simplement pour publier un livre, déjà, la base, c'est d'écrire un livre. Une fois que vous avez écrit votre livre, on n'envoie pas un livre comme ça à l'éditeur non plus. Il faut quand même le retravailler, ne serait-ce que d'aller le faire lire à ce qu'on appelle des bêta-lecteurs, c'est-à-dire des premiers lecteurs qui vont vous donner un regard critique sur le livre, aussi bien au niveau du fond que de la forme, pour voir s'il y a de la cohérence, pour voir s'il n'y a pas si c'est pas surchargé de fautes, c'est-à-dire que quelques fautes, ça passe encore, il y aura un retravail de correction derrière. S'il est bourré de fautes, c'est un problème. Au niveau aussi de l'écriture, du langage, de la syntaxe, enfin voilà, de voir comment vous avez écrit le texte. Une fois que vous avez un texte qui globalement vous satisfait, là, il va falloir cibler des maisons d'édition qui correspondent à votre texte. C'est-à-dire que moi là, c'était une romance historique, j'avais vu un appel à texte sur les réseaux sociaux de la maison d'édition qui cherchait des romances historiques, je l'ai envoyé dans ce sens-là. Ça ne sert à rien d'envoyer une romance historique à un éditeur qui publie, je sais pas, des albums jeunesse pour enfants. Bon, c'est la base, mais voilà, faut quand même le savoir. Pour ça, vous allez sur le site des maisons d'édition, vous regardez dans la rubrique Contact, envoyer, soumettre un manuscrit. Soit généralement on dépose sur le site, soit ce qu'on fait, c'est qu'il faut envoyer un mail annexe. Généralement, ce qui est plutôt bien, c'est d'envoyer une présentation de vous, enfin, alors, pas une biographie, hein, d'accord, une présentation de vos activités, qui vous êtes, un petit résumé de l'histoire. Certaines maisons d'édition vont demander ce qu'on appelle un synopsis, c'est-à-dire un résumé détaillé avec spoil de votre histoire. Et il y en a qui demandent juste un résumé type 4e de couverture. Enfin voilà, faut regarder les différents critères des maisons d'édition pour pouvoir savoir quel type de maison d'édition existe. C'est très simple, vous allez en librairie, en bibliothèque ou dans votre bibliothèque, prenez vos livres. Là par exemple j'en ai un, bon, Le voleur de cœur, Michel Lafon. Voilà, Michel Lafon, c'est l'éditeur. Donc vous allez sur le site de Michel Lafon, vous regardez si votre manuscrit correspond possiblement à Michel Lafon, et vous envoyez. Ensuite, vous vous armez de patience, d'une grande patience, chose dont moi je suis un peu dénuée. Voilà, je ne suis pas quelqu'un de très patiente. L'édition m'apprend la patience, on va dire, parce que c'est très long. C'est très long, souvent pour avoir une réponse, vous avez une moyenne de 3 à 6 mois, voire 1 an, suivant les maisons d'édition. Et ensuite, une fois que vous avez eu un oui, vous avez en moyenne 1 an qui passe avant la sortie de votre livre. Donc c'est long. Alors c'est une moyenne encore une fois, parce que si je prends par exemple là mon manuscrit actuel, il a été, j'ai reçu le oui des éditions Imaginary, c'était en juillet, et donc là il sort en février. Voilà, bon là ça s'est passé à peu près 6 mois, ça peut être beaucoup plus long, ça dépend de la maison d'édition, ça dépend de leur catalogue, voilà. Ensuite, il faut vous préparer possiblement à avoir des refus, parce que souvent on a plus de refus que de oui, ou avoir tout simplement pas de réponse, parce que c'est assez souvent le cas. Certaines maisons d'édition considèrent que pas de réponse égale un non, en fait, tout simplement. Voilà, donc c'est pas forcément facile de le vivre, parce que ben, vous mettez quand même beaucoup de vous dans une œuvre. L'écriture, ça reste de l'art, donc c'est compliqué forcément d'avoir des refus. Pour en avoir eu une centaine, je vous assure que c'est... Faut passer outre un moment, voilà. Mais il ne faut pas désespérer, c'est ça qui est important, c'est la persévérance. On continue, on persévère. Faut croire en vous. Si vous croyez en votre texte et votre texte est bon, un jour il passera. On m'a également posé des questions concernant, alors plus spécifiquement, le processus d'écriture. Je ne vais pas rentrer dans les détails complètes. Si éventuellement vous êtes intéressé par vraiment une vidéo sur l'écriture en elle-même, mettez-le moi en descriptif de commentaires et je ferai éventuellement une vidéo sur ça. Parce que on m'a demandé surtout comment je fais pour lire, écrire rapidement, comment on fait pour faire face au syndrome de la page blanche, comment on fait pour avoir des idées pour un chapitre. Et il faut savoir que pour moi c'est très compliqué de vous répondre sur comment on fait pour avoir des idées, parce que moi j'ai tout le temps des idées. Et c'est la même chose que quand en classe j'ai des élèves qui me disent j'ai pas d'idée, je sais pas à quoi écrire. Parce qu'en fait moi j'ai envie de tapoter sa tête et dire mais genre ta tête du coup c'est vide, parce que moi, il y a toujours un truc qui tourne en fait en permanence, donc j'ai du mal à imaginer un cerveau qui ne mouline pas complètement. Moi, j'ai toujours des idées. Mais moi, je me couche le soir, j'invente des histoires, depuis toujours, depuis que je suis petite. Je pense jamais à vide. C'est bien pour ça que je ne supporte pas la méditation d'ailleurs, parce qu'en fait, en méditation, on me dit arrête de penser. Je ne peux pas arrêter de penser. Je peux pas arrêter de penser comme je ne peux pas arrêter de créer. Donc,
avoir des idées pour un chapitre, pour moi, n'est pas un problème parce que je me mets sur mon ordinateur et vraiment, je vous jure, certains collègues disent que je fonctionne comme une machine à écrire, mais je pense que mon cerveau doit fonctionner comme une machine à écrire, c'est pas complètement faux, parce que j'ai vraiment pas à réfléchir en fait, j'écris, c'est tout. Et les idées arrivent comme ça assez facilement. Alors, elles arrivent aussi parce que j'ai été inspirée par d'autres lectures, j'ai été inspirée par, je sais pas, des balades que j'ai fait à l'extérieur, par des conversations, par des films, par des séries, par un tas de choses en fait qui m'ont inspirée, par l'histoire aussi, par des histoires que j'ai envie de raconter via l'histoire, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Et en tout cas, ce que je trouvais important quand même de souligner, c'est que dans les questions qu'on me pose sur comment tu fais pour écrire vite, comment tu fais pour lire vite, c'est une question d'organisation. Vraiment, il n'y a pas de secret en fait. Comment je fais pour écrire rapidement? J'écris tout le temps. Voilà, c'est pas un truc magique, hein, je veux dire, vraiment, quand on me dit mais comment t'as fait pour écrire un manuscrit en un mois? Ben en fait, j'ai quasiment consacré l'essentiel de mon temps à l'écriture de ce manuscrit. Je veux dire, le moindre temps que j'ai, des fois ça m'arrive, je suis sur mon téléphone même, dans les notes du téléphone, je marche dans la rue, j'écris. Je devrais pas le faire, mais des fois, je suis entre deux cours au travail, je prends mon ordinateur, j'ouvre, même si c'est un paragraphe, je l'écris. Enfin voilà. Donc en fait, le moindre temps que j'ai est consacré à ça, parce que quand j'ai les idées qui fusent dans ma tête, il faut qu'elles sortent sur... Alors pas sur le papier, parce que moi j'écris pas sur le papier, j'écris sur l'ordinateur. Mon cerveau va trop vite pour du papier, donc il faut vraiment que j'écrive sur l'ordinateur. Mais en fait, écrire pour moi, c'est quasiment une extension de mon esprit, de mon cerveau. En fait, les mots, ils sortent vraiment tout seuls. J'ai pas de difficulté, j'ai pas de... Alors, on va dire que peut-être que mon problème à moi, c'est que je vais trop vite et que parfois je fais les choses du coup trop rapidement, alors que je devrais certainement prendre plus de temps pour le faire. Mais j'ai pas de souci de page blanche. Donc c'est vrai que quand on me dit comment faire face à la page blanche, ben, je sais pas, parce que moi, la page blanche, elle devient vite remplie, en fait. Donc, je sais pas comment on fait face à une page blanche, parce que j'aimerais bien savoir... Moi, j'aimerais bien savoir comment on fait pour ralentir, vous voyez. Ça m'intéresserait de savoir comment on fait pour moins faire, tout simplement. Donc, j'ai un cerveau un peu particulier, je dois le reconnaître. Après, pour tout ce qui est comment créer des personnages, comment créer un univers, comment créer ce genre de choses, encore une fois, si vous avez besoin d'une vidéo sur ça, moi ça me ferait énormément plaisir de vous faire une vidéo sur ça. Hein. Moi, si vous me demandez de parler d'écriture, de parler de constitution d'univers, de parler de construction de personnages, mais je peux parler pendant des heures. Hein. Donc, avec grand plaisir. Mais par contre, dites-moi en commentaire si ça vous ferait plaisir, parce que si c'est pour que je saoule tout le monde, ça sert à rien. Voilà, donc vous me le dites, si vous voulez, je fais vraiment volontiers, mais dites-le moi. Et si jamais vraiment vous vous êtes intéressé sur comment on peut s'inspirer de l'histoire et de la géographie pour créer des univers plutôt liés à l'imaginaire, n'hésitez pas à vous inscrire sur le cours que je vais donner dans l'Académie des mots raturés. C'est une académie en ligne d'écriture de Margot de Seine. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Faut aller vite parce que le cours du coup aura lieu le 27 février prochain, 27 février 2024. Il y aura du replay pour ceux qui se sont inscrits et qui n'auront pas pu être présents ce soir-là. Et n'hésitez pas non plus à... Enfin, si jamais ça plaît, s'il y a un engouement super fort, je pourrais le refaire éventuellement. Éventuellement, peut-être faire même une vidéo sur comment on peut utiliser l'histoire et la géo pour faire des univers de fantasy. Enfin, moi, je fourmille d'idées. Si vous me laissez faire, je le fais. Mais par contre, il faut me dire vraiment si ça vous intéresse. Voilà. Sur ce, n'hésitez encore pas, ça ne veut rien dire. N'hésitez pas, si vous voulez lire mon livre, à le faire. Si vous le faites, à me faire un retour, parce que c'est ça qui me fait plaisir. J'adore savoir ce que les lecteurs ils en ont pensé. Vous avez le droit de pas avoir aimé, hein, d'accord? Je me vexerai pas, hein, genre vous pouvez me le dire. Hein. Et je vous laisse avec le clip book trailer du coup de mon texte, donc de Toi, moi et l'Antarctique. Ça vous aura un petit extrait type comme si vous étiez au cinéma, trop bien. Je fais du cinéma aussi maintenant. Et sur ce, bah, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.